Bonsoir. Depuis que je suis toute petite, toujours maintenant, je n'ai pas beaucoup grandi, j'ai toujours adoré les contes et les histoires. Pourquoi? Parce qu'on y retrouve des héros et des héroïnes qui prennent des risques. Alors, on est bien d'accord, on n'a pas toujours des succès, et on a même parfois souvent des échecs. Mais au moins quelque chose se passe. Au moins ça avance. Et puis comme ils arrivent avec leurs défauts et leurs qualités, on s'identifie à ces personnages. Alors puisqu'on s'identifie, pourquoi est-ce que c'est si dur d'avancer? Pourquoi c'est si dur d'oser et de sortir du lot? Bon, alors, comme je suis un petit peu scientifique aussi, moi j'aime bien parler de définition. Donc, quand on parle d'un lot, en fait, on parle d'une série de normes auxquelles on adhère, d'un ensemble auquel on fait partie, qui devient notre zone de confort. Et une zone de confort, c'est un endroit où on se sent bien, où globalement, on ne ressent pas de stress et on est capable de savoir ce que je suis capable de faire, quelles vont être mes performances, et surtout, qu'est-ce que je n'ai pas envie de faire. Et tout ce qui se trouve autour de cette zone de confort, ça fait peur, parce que c'est l'inconnu. Et ça, votre cerveau, l'inconnu, il n'aime pas. Pourtant, j'ai un petit exemple. Quand vous étiez enfant, vous deviez faire des additions, vous pouviez compter sur vos doigts. Très pratique. Puis un jour, vous arrivez, vous maîtrisez les additions, vous êtes trop fort. Et là, terrible, arrivent les divisions. Comment je fais pour faire des divisions sur mes doigts, déjà? Et ce qui était auparavant votre zone de confort devient d'un coup votre pire ennemi. Mais ça, tous les explorateurs et tous les meilleurs managers de la Terre vous le diront, il faut sortir de votre zone de confort pour évoluer. Et ça, c'est un peu le rôle de l'ennui. Parce que quand on maîtrise ce qui se passe autour de vous, on commence à regarder ailleurs. Et quand on commence à regarder ailleurs, il y a la curiosité qui arrive. Et quand on a la curiosité et le désir qui se mêlent, on a la recette parfaite pour commencer à se dire, tiens, et si j'osais sortir de ma zone de confort? Et là, vous allez me dire, oui, mais si j'ai pas envie. Oui, bah merci de poser la question, parce que mon intervention repose aussi sur comment je sais de quoi j'ai envie pour faire mes choix. Je peux vous parler d'une expérience personnelle où quand j'étais jeune étudiante, j'avais très envie de faire plein de choses, de faire des concerts, de participer à des associations étudiantes. J'avais envie de faire des spectacles, que les gens se rencontrent. Mais surtout, je n'avais pas envie qu'on me regarde. J'avais plein d'idées, je voulais les faire, mais pitié, je ne voulais pas qu'on sache que c'était moi. C'est si difficile que les gens le comprennent. Donc ma réalité, elle était bien différente que l'image de celle que je pouvais renvoyer. Je n'incarnais pas vraiment mes envies, et du coup, mes choix semblaient un petit peu aléatoires. Donc s'il y a quelque chose que je peux vous transmettre au moins lors de cette conférence, c'est que si vous voulez oser, la meilleure façon, c'est de savoir de quoi vous avez envie pour pouvoir incarner vos choix. Mais du coup, maintenant qu'on sait un petit peu ce que c'est un lot, une zone de confort, pourquoi... Ah oui, j'ai une question pour vous auparavant. Essayez de réfléchir à la dernière fois où vous n'avez pas vraiment réussi ou osé dire ce que vous vouliez. Parce que finalement, les sushis, je n'avais pas tant envie que ça, c'est pas mal de manger italien. Ou prendre le lead sur ce projet, c'est pas si grave en fait, c'est compliqué, c'est pas grave. Essayez de vous rappeler pourquoi vous n'avez pas osé le dire. Est-ce que c'était parce que les autres avaient l'air très très sûrs d'eux, alors j'ai pas trop osé? Est-ce que c'était parce que non mais je vais pas déranger, je vais pas faire perdre mon temps? Ou est-ce que c'était parce que votre idée n'était pas si bonne au fond? Pensez-y. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un lot? Bien, c'est très simple. Selon la pyramide de Maslow, le besoin d'appartenance, il arrive en 3e position dans nos besoins, après les besoins physiologiques et la sécurité. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des gens autour de nous qui nous ressemblent, qui ont eux aussi eu envie de se faire un piercing au nez, ou alors qui ont eu aussi envie de faire des études où tout le monde leur disait « ne va pas là ». Parce que finalement, si d'autres gens ont fait les mêmes choix que moi, c'est que mon choix, il n'est pas si mal en fait. Et que du coup, pour ma survie personnelle et ma prospérité, c'est pas mal. Sauf que quand on a besoin d'appartenance comme ça, rappelez-vous, curiosité, ennui, on a tendance à créer une nouvelle norme. Et cette nouvelle norme, si beaucoup de gens y adhèrent,
Alors on va créer un autre sous-groupe. Et ça fait peur. Parce que si d'autres gens agissent différemment que nous, qui on est, nous? Et ça, on appelle ça un changement de paradigme. Et c'est quelque chose qui peut être représenté sous la forme d'une spirale dynamique, qui représente le passage à différents stades d'évolution. Celui tout en bas, c'est le stade de sécurité. Alors, c'est des stades d'évolution qui correspondent à l'échelle d'une planète, à l'échelle d'un pays, beaucoup en entreprise, on ne va pas se cacher, et aussi à des stades de vous. Quand on parle du stade de la sécurité, c'est en fait quand vous êtes entouré de plein de gens qui vous soutiennent, qui sont clairement définis, comme quand vous êtes un petit chat, un enfant, qui est entouré de ses parents, qui reconnaît sa maîtresse, qui reconnaît ses jouets, puis il n'a pas vraiment de décision à prendre parce qu'on les prend pour lui, donc c'est nickel et tout va bien. Sauf que, coucou, vous grandissez, et d'un coup, il y en a marre qu'on prenne des décisions pour moi. Moi, j'ai envie de prendre les miennes. J'ai plus envie de dire avec qui je sors, parce qu'en fait, je suis devenue un adolescent. Sauf que, à ce moment-là, vous avez compris que vous avez changé de norme. Mais je ne sais pas vos parents. Eux, ils n'ont pas trop compris que vous aviez changé vos normes. Et on entre dans une zone de friction. Le philosophe Marc Aléville en parle assez bien, des zones de friction, quand on change de paradigme. Les gens qui vous entourent et qui ne veulent pas que ça change, ils auront tendance à vous faire comprendre que c'est vous le problème et que c'est vous le dysfonctionnement. J'ai un exemple assez simple. Vous mangez depuis des semaines, des mois, à la même table avec vos amis. Sur cette table, il y a plein de choses que vous avez partagées. Des délires, vous avez écrit des blagues, vous avez écrit vos noms. En plus, c'est la plus jolie table, c'est celle où il y a un meilleur ensoleillement. Bref, on y est bien. Qu'est-ce qui se passe le jour où l'un d'entre vous décide de manger à l'autre table là-bas? Qu'est-ce qui nous rassemble s'il va là-bas? Non, on va plutôt lui dire qu'il est nul. On va lui dire qu'il prend le risque de ne plus faire partie de notre groupe. Parce qu'il devient un danger. Donc, en gros, vous l'aurez compris, quand on essaye de sortir du lot, de changer la norme, les autres vont passer un bon moment à vous dire que vous êtes un problème. Or, comme on a un gros besoin d'appartenance, ça fait peur. Mais rassurez-vous, je suis aussi là pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la peur, ça ne soit pas si grave que ça. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu la chance de pouvoir voir un documentaire qui traitait des entretiens d'Emmanuel Piquet à travers des personnes qui étaient en situation de harcèlement. Dans ces entretiens, elle leur explique que quand ils sont dans une situation de harcèlement, c'est comme si leur quotidien, leur zone de confort, était une cage. Une cage dans laquelle on les a placés. Ce sont les autres qui décident quand est-ce qu'on les retire de la cage, quand est-ce qu'on les remet, quand est-ce qu'on joue avec eux, quand est-ce qu'on les oublie, et quand est-ce qu'on leur donne un petit peu d'affection comme ça. Ils ne sont pas du tout maîtres de ce qui se passe. Mais elle leur explique aussi que quelque chose d'autre est possible, qu'ils vont pouvoir évoluer, qu'ils vont pouvoir changer, qu'ils auront sûrement besoin d'un petit peu de soutien, d'un petit peu d'aide, mais qu'elle est là pour ça, mais que ça ne peut être possible que si eux prennent la décision. Mais qu'attention, en dehors de la cage, il y a des risques. Ça va être sombre, il va faire froid, ils vont peut-être être tout seuls, ça va être désagréable. Mais qu'est-ce qu'ils ont envie de choisir? Alors elle leur pose la question. Est-ce que toi, tu préfères rester dans la cage aujourd'hui, ou est-ce que tu es prêt et capable d'accepter les risques pour sortir de la cage? Eh bien, lors des entretiens, la réponse que donne la majorité des personnes est « Je préfère rester dans la cage ». Voilà, j'y suis bien, finalement, c'est pas si pire. Et puis, au fil des entretiens, vous vous souvenez, curiosité, désir, font coucou et ils comprennent qu'effectivement, il y a un autre quotidien qui est possible. Et ils finissent par dire « Ok, je me sens capable de sortir de la cage pour ne plus jamais avoir d'emprise. » Donc, pour pouvoir finalement oser et prendre des risques, il faut être pleinement conscient des risques qui nous entourent. Il faut comprendre son objectif. Parlons un petit peu de personnes fictives que vous connaissez. Anakin Skywalker, dans Star Wars, lorsqu'il décide de devenir Dark Vador. Son objectif est bien déterminé, il est décidé à devenir le Jedi le plus puissant. Ok. Ça, pour le faire, il a compris qu'il allait devoir abandonner le fait qu'on l'aime.
Il est prêt à prendre ce risque. Et c'est parce qu'il assume entièrement ce risque et qu'il le prend que ça en fait un méchant indiscutable. D'accord ? Bon, alors vous allez me dire, oui, bon, c'est quand même un méchant, donc bon, ok. Roméo et Juliette. Eux, la puissance, ça ne les intéresse pas. L'honneur de leur nom, non plus. Ce qu'ils veulent, c'est l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Et ce qui fait que leur choix est indiscutable, c'est qu'ils se choisissent pleinement l'un et l'autre, contre tous les risques. Bon, ok, je suis d'accord, dans les deux cas, c'est pas joyeux. Ok. Exemple d'une personne réelle cette fois. Madame Grace Hopper, c'est une informaticienne américaine. Dans les années 60, le langage informatique, c'est de l'assembleur, c'est des 0 et des 1. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est assez imbuvable. Elle s'est dit, on va changer ça et on va rendre le langage informatique quelque chose de lisible et de compréhensible parce qu'il va être écrit en anglais. Sauf que Grace, dans les années 60, c'est une femme. Et que les hommes autour d'elle n'ont pas du tout envie, de changer la norme, de que ce soit une femme qui le fasse. Et donc elle prend le risque d'être muette, d'être oubliée, que l'on saccage son travail, que l'on s'approprie son travail, qu'on la dénigre, mais elle s'en fiche. Parce que pour Grace, le plus important, c'est que le langage informatique évolue parce que pour elle, c'est ça l'avenir. Et elle est allée au bout de son choix. Elle l'a incarné. Et aujourd'hui, le langage informatique qu'elle a créé, le COBOL, est encore utilisé dans de nombreux secteurs et est à l'origine de beaucoup de langages informatiques. Donc, vous allez me dire aussi que parfois on ne sait pas exactement quel risque on va prendre pendant qu'on fait nos choix. C'est un petit peu le test and learn de l'entrepreneur. Bon, et bien si on ne sait pas les risques, dans ce cas, il faut se faire confiance. Il faut savoir quelles sont nos forces. Parce que si je connais mes forces et qu'il y a un obstacle devant moi, alors je vais être capable d'aller plus loin que cet obstacle. Je vais pouvoir me repositionner, changer mon jeu. Mais du coup, si j'ai compris mes forces, si je sais que bon, ça va faire peur de sortir du lot, mais que ça va être OK, qu'est-ce qui m'empêche de faire tout ça ? Eh bien, c'est la peur de l'échec. Votre peur de l'échec, c'est exactement ce qui va vous empêcher d'agir. Parce que qu'est-ce qui se passe si vous ratez ? Je vous laisse vous poser la question du coup. Qu'est-ce qui se passe si vous échouez ? Bon, alors on va changer les règles du jeu. On va dire que maintenant, avant de commencer, l'échec, ça fait partie prenante de votre expérience. On s'en fout. On dit que l'échec, il va arriver. Ça va pas être horrible, ça va juste être un challenge et on va pouvoir se repositionner. Comme ça, on fait en sorte que l'échec, il fasse partie de notre zone de confort. Et comme si vous avez bien retenu, la zone de confort, c'est ce que vous connaissez et ce avec quoi vous êtes à l'aise. Le jour où l'échec se présente par rapport à votre objectif, vous l'accueillez comme un espèce de vieil ami. Je savais que tu allais venir. Et finalement, c'est normal qu'il soit là, parce que c'est normal d'échouer. Mais l'important, c'est aussi de savoir trouver la force pour réatteindre son objectif. Alors, la prochaine fois que vous ne pourrez pas faire quelque chose, que vous ne pourrez pas faire ce voyage, que vous ne pourrez pas changer de métier ou que vous ne pourrez pas parler avec cette personne, s'il vous plaît, prenez un papier et notez dessus c'est quoi mon désir ou ma curiosité assumée ? C'est quoi mon objectif ? Et enfin, quels sont les risques qu'aujourd'hui je suis prêt et capable d'assumer ? Notez-le bien, parce que c'est grâce à ça que vous saurez si l'histoire de votre vie, elle est écrite par vos désirs ou par vos peurs. Je vous remercie.